ornithologique des Deux-Sèvres, de protection de la nature sur les oiseaux. Et je suis accompagné par plusieurs salariés et bénévoles de l'association. Vous pouvez voir que Jeanne qui est là, qui m'accompagne sur les chouettes et frais, et Patou, qui est caché dans la salle, avec qui j'ai lancé ce grand programme. Et puis Sorenza et Thomas, qui font le film sur lequel vous avez des petits flyers sur vos chaises, donc j'y reviendrai juste après. Ce soir, on va parler des chouettes des frais, des frais des clochers. Je vais essayer de présenter le truc, et puis on essaiera en fin de discussion, si vous avez des questions, n'hésitez pas trop. Parce que je présente ça assez régulièrement maintenant. Là, je vais revenir à la base du truc, je vais vous présenter la jeunesse du projet et quelques résultats et qu'est-ce qu'on va faire là. En gros, ça va être un peu ça. Je vais parler pendant à peu près 20-25 minutes. Voilà. Allez. Du coup, le projet Les Frères en Mélois, les chouettes des frères, on a commencé ça en 2019 avec Patou en se disant tiens, si on bossait sur la chouette, pourquoi pas quoi. On travaillait pas mal avec le groupe Ornitho sur l'outarde, sur les busards, mais bon, c'est vrai que la chouette, on n'a pas trop travaillé dessus. Et puis il y avait déjà des nichoirs qui existaient dans le Mélois, donc on a commencé à regarder un peu ce qu'on pouvait faire, et puis on a commencé à acheter des nichoirs et on s'est dit qu'on va rattacher ça à un programme de recherche national. Donc ça, j'y reviendrai juste après, mais l'idée c'était de les suivre un peu plus scientifiquement avec un programme de bagage d'oiseaux. Et ensuite, on s'est aussi raccroché au centre de soins, pour relâcher des effraies sur le centre de soins. Donc ça, c'est les premières effraies qui ont été relâchées en 2019. C'était aux étriers du Mélois, au centre équestre de Secondigny-sur-Lot. Donc après, le projet, il a commencé réellement, le projet de bagage, en 2020, avec 33 nichoirs. Donc Briou, en fait, est là, et on a fait une maille autour sur laquelle on va mettre en place nos actions. Donc on a commencé avec une trentaine de nichoirs, et puis vous allez voir d'année en année, on a fait que augmenter, avec 55 en 2021, 60 en 2022, 77 en 2023, puis 80, quasiment 90 cette année, qui ont été suivis. Alors après, il y a d'autres nichoirs qui sont sur le site, mais on ne les a pas forcément tous suivis. C'est une maille de combien? Ça fait 20 km par 20 km. Je vais revenir juste après pourquoi c'est un carré, pourquoi on a fait comme ça. Et là, juste pour vous montrer l'ampleur que ça a pris. Ouais. Un nichoir, ça découpe à chaque fois? Non, un nichoir, ouais, je vais vous expliquer comment on les pose juste après. Merci. Voilà, ça c'est un peu comment on a monté le projet. Mais par contre, pourquoi on a travaillé sur les frais? Donc les frais, déjà, il faut savoir que c'est une espèce assez emblématique des milieux ruraux, milieux agricoles. Et puis c'est aussi une espèce qui est un peu la passerelle entre l'humain et la nature. Parce qu'elle vit chez nous, proche de l'humain. C'est une espèce qui est vulnérable, qui a un statut de conservation qui n'est pas forcément idéal, mais vulnérable en Poitou-Charentes. Mais aussi, les actions de conservation, elles sont faciles à mettre en place. Notamment avec la pose de nichoir, c'est une espèce qui répond très bien à la pose de nichoir. C'est aussi une espèce qui est connue, tout le monde connaît un peu la chouette, mais on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne non plus la chouette. C'est une espèce qui est connue et mal connue. Et du coup, ce fameux programme d'études nationales, dont je vais passer assez vite parce que des fois c'est un peu technique, donc il est coordonné par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et par le Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux. C'est un centre de recherche qui centralise en fait le bagage des oiseaux en France. Donc pour s'engager là-dedans, il faut avoir un carré de 20 km par 20 km, avoir au moins 10 sites avec de la reproduction de chouettes et s'engager sur un minimum de 5 ans. De 2020 à 2025, on a fait 5 ans. Voilà. Et du coup, on va suivre la reproduction et on va baguer les jeunes et les adultes de chouettes. Alors nous, on a commencé là-dessus, mais au final, on a augmenté un peu le suivi. On a fait une étude du régime alimentaire aussi, on a rajouté aussi un suivi des oiseaux issus du centre de soins. Quand des oiseaux arrivent, sont tombés d'une nichée ou arrivent en centre de soins. Donc le centre de soins, c'est l'Arche de Marie qui a Échiré, à côté de Lyon.
Donc Marie, elle les soigne, et ensuite on les relâche dans la nature, mais baguées, mais on va les relâcher dans le carré de suivi, comme ça on va pouvoir savoir si elles vont aller sur un nichoir qui est suivi. Donc, après là, je vais vous parler maintenant comment se passe une année de suivi de chouettes. Comment on fait? Donc, généralement, on commence à peu près à cette période-là, c'est un peu ce qu'on a fait cet après-midi, mais ce qu'on a fait un peu la semaine dernière avec Patou, c'est qu'on va trouver des sites de reproduction, des sites où on peut poser des nichoirs, et on va poser des nichoirs. Alors, soit c'est dans des endroits qu'on connaît déjà, où il y a déjà une chouette, mais elle n'est pas forcément, elle niche pas forcément sur un site qui est accessible pour faire un suivi. Donc, on va poser un nichoir comme ça sur une ferme, donc c'est exactement les nichoirs que vous avez ici. Soit c'est sur des sites qui sont complètement isolés, donc on a posé le nichoir dans la plaine sur des poteaux qu'on a plantés. Quand ils ne s'arrachent pas avec le vent, ils sont toujours droits. Sur des arbres isolés et aussi dans des châteaux d'eau, bref, dans des églises, un peu partout. Et généralement, du coup, les couples, après, ils vont dans ces nichoirs-là. Ensuite, bon, c'est un programme scientifique, donc il y a toute une base de données à avoir, il y a plein de données à récolter. Des données sur la reproduction, mais aussi sur le bagage des oiseaux. Donc on organise tout ça, parce que je ne suis pas tout seul à le faire. Plusieurs salariés à bosser là-dessus, même des bénévoles, donc on va utiliser ça. Donc ça, c'est plutôt en hiver qu'on fait ça. Et au printemps, on va réaliser un suivi. Donc à partir du mois de mars jusqu'au mois de juillet, août, voire septembre, on va passer dans les nichoirs au mois de mars pour vérifier si les adultes sont là ou pas, s'il y a des œufs, etc. On va passer Ensuite, on va calculer quand est-ce que les jeunes vont éclore, comme ça on va baguer les poussins au moment un peu avant l'envol. Et voilà. Et du coup, sur tous ces oiseaux-là, quand on leur pose une bague, on va faire des mesures pour évaluer leur état de santé, leur taille vis-à-vis de leur poids, etc. Donc on va mesurer la taille, l'aile, le tarse et la masse. Et d'autres petits paramètres, et aussi le phénotype. Le phénotype, ça va être la couleur de l'effraie. Vous voyez, un peu sur cette photo-là, il y en a des très blanches, il y en a des très sombres. Donc on va mesurer ça. On va mesurer aussi le nombre de points qu'elles ont sur le thorax et si elles ont un collier ou non. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait au printemps. Donc sur les 90 nichoirs qui ont été suivis cette année, c'est ce qu'on a fait. Et après, derrière, après la reproduction, une fois que les jeunes sont partis, là c'est ce qu'on a aussi fait en même temps un peu cet automne, on a redispatché des pièges photos. Donc des petits pièges photos qu'on met devant l'entrée des nichoirs, et ça permet de relire les bagues. Parce que le but de baguer des oiseaux, c'est de les relire. Sinon il n'y a aucun intérêt. Donc du coup, au lieu de redéranger les oiseaux trop souvent pour refaire ce qu'on appelle des contrôles, des lectures d'oiseaux vivants, du coup on a un piège photo et automatiquement, en fin de saison, nous on enlève le piège photo et puis on regarde ce qu'il y a sur la carte mémoire et on rentre les données. À côté de ça, toute l'année, on va faire de la formation, de la communication, comme je suis en train de faire avec vous. On va former, donc former 6 ou 7 bagueuses et bagueurs à la pose de bague suivie des chouettes, et puis on fait des ateliers de fabrication de nichoirs avec les bénévoles de l'assaut. Donc là, comme vous voyez, la belle ribambelle de nichoirs qui ont été fabriqués, je crois que c'était l'an dernier, il me semble, ou il y a 2 ans. Et puis qu'est-ce qu'on fait après? On recommence au début, et on refait la même chose. Et ça, on fait ça tous les ans. Voilà. Ça, c'est ça, suivi de chouette, en fait. Donc maintenant, on va parler un peu de, bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a comme résultat? Donc, vous avez vu déjà le nombre de nids par année a sacrément augmenté, donc c'est à prendre en considération. Mais de notre côté, on a bagué un total de 636 chouettes depuis le début du suivi, sur tous les nichoirs qui ont été posés. Donc ça représente 396 jeunes, 164 adultes, et on a relâché 76 oiseaux issus du centre de soins qui ont été bagués. À côté de ça, du coup, les contrôles, les oiseaux qui ont été revus vivants, ça a généré 2600 contrôles, un peu plus. Ça ne veut pas dire 2600 oiseaux. Hein. Des fois, il y en a beaucoup, c'est beaucoup le même. Donc là, on le voit bien sur celle-là, 0,87 par exemple, ça permet d'identifier. Il y a aussi des accidents. On a retrouvé des oiseaux morts, forcément, sur les bords de route. Du coup, quand
quand il y a une effraie qui est sur le bord de la route, il ne faut pas hésiter à regarder si elle n'a pas une vague, parce qu'il y en a 636 à retrouver, en gros. Donc on en a retrouvé 19, ça fait à peu près 3%. Sachant qu'il y en a sûrement beaucoup plus qui sont morts, mais ça c'est ce qu'on a pu retrouver. Je vais passer sur des graphiques rapidement, des poppers. On va mesurer plusieurs choses sur notre suivi de reproduction. Déjà le taux de fréquentation. Le taux de fréquentation, c'est combien de nids ont été fréquentés par les chouettes parmi ceux qu'on a installés. Donc au début, on était plutôt autour de 50%, et ces dernières années, on a presque 70%, un peu plus, qui sont occupés, enfin qui sont fréquentés par des chouettes. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a une reproduction de chouettes, hein, ça veut juste dire qu'ils sont au moins visités. Et parmi ces nids qui sont visités, ben, il y a environ 65% de succès de reproduction. Donc d'oiseaux qui ont réussi à amener des jeunes à l'envol. Voilà. Donc c'est quand même un taux qui est assez bon. Donc après, rapidement, donc, une nichée de chouettes, ça fait beaucoup de poussins. Donc on a entre 1 et 8 poussins à l'envol. Normalement, il y en a deux, mais le graphique doit être à jour de 2023. Donc il y a eu 2 nichées avec 8 poussins à l'envol, une en 2023 et une en 2024. Et après, la grande majorité, c'est 3, 4, 5 poussins à l'envol. Ça, c'est ce qu'on trouve le plus souvent. Donc ça fait toute une ribambelle là dans les nichoirs, il faut imaginer que des fois, il y en a. Donc ils sont chauds. Après, ce qu'on va regarder aussi, pour savoir un peu comment est la dynamique de la population, c'est de savoir si le nombre de poussins en moyenne par couple qui ont été produits à l'envol. Le nombre de poussins qui ont réussi à aller jusqu'à l'envol. Donc en fonction des années, ça évolue pas mal. Alors, on va mettre l'année 2020 de côté parce qu'il n'y avait que 30 nichoirs. Donc 4 poussins à l'envol, surtout parce qu'on avait une année un peu particulière, je pense qu'il n'y avait pas assez de données. Mais par contre, on voit que ces 4 dernières années, on avait une année qui était vraiment pas bonne en 2021, une année assez bonne en 2023, et là on est à une année plutôt moyenne, mais qui était très très mal partie en 2024, mais qui s'est plutôt remis un peu mieux en fin de saison. Voilà. Ensuite, je vais parler vite fait du régime alimentaire. Donc là, c'est vraiment un zoom d'un coup, ça on l'a fait une année. On a récupéré des petites pelotes de rejection, donc une chouette effraie, quand ça mange ses campagnols, des souris, etc., ça rejette ce qui n'est pas consommable par le bec. Et du coup, là-dedans, on peut analyser qu'est-ce qu'elle a mangé. Donc, ce qui est en bleu, c'est le campagnol des champs. Donc, elle mange plutôt le campagnol des champs. Et après, c'est du mulot et de la crossidure, c'est un genre de campagnol un peu plus petit. Par contre, on a fait une petite découverte qui était quand même sympa. C'est cette petit micro-mammifère qui est le plus léger du monde, 1,8 g. C'est pas non plus énorme, mais c'était la première mention départementale. Donc ça a été trouvé par Docelle Nature Environnement, donc vous imaginez le truc, c'est sur une phalange, c'est quand même pas très grand. Et elle a été trouvée à Luché, donc juste à côté d'ici. Et ça s'appelle la pachure étrusque. J'ai pas marqué le nom. Voilà. Bon, maintenant la question parce qu'il y a pas mal de gens qui ont des nichoirs chez eux et qui font partie du projet là-dedans, la question que beaucoup se posent, c'est est-ce que ma chouette est toujours chez vous? J'ai pas la réponse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne vais pas faire la liste de ce qui s'est passé sur les 80 nichoirs ces 5 dernières années, sinon on y est encore jusqu'à demain. Mais du coup, j'ai regardé un peu rapidement la possibilité de retrouver un adulte l'année suivante. Donc un adulte qui a été bagué une année, quel pourcentage de chances de le retrouver l'année d'après. Pour l'instant, on a 12% des adultes qui ont été retrouvés l'année suivante. Donc c'est pas forcément très élevé, mais après, je pense qu'il y en a pas mal qu'on a raté, et puis on n'a que 4-5 années de suivi. Donc c'est pas beaucoup en fait en soi. Il faut continuer pour avoir plus d'infos. Je vais un peu faire le détail de chez les effraies, un peu ce qu'il y a. Donc il y a des destins qui sont assez tragiques. J'ai dit, il y a pas mal d'effraies qu'on a retrouvées mortes, mais pas forcément dans la zone de suivi. Donc il y en a qui ont été bagués à Celles-sur-Belle, qui ont été retrouvés à Clucel-à-Pommeraye. Donc c'est déjà un peu plus haut. Il y a une femelle qui a niché à Champ-de-Caille, qu'on a retrouvée à Lusseret, pardon, qu'on a retrouvée morte à Séligné.
une de Secondigné. Je me demande si c'est pas chez vous. Ouais, c'est une de Pouzou, je crois. Qui a été retrouvée morte à Saint-Symphorien, je crois que c'était l'année dernière. Voilà, donc Vezançay, Celles-sur-Belle, et une qui a été relâchée du centre de soins à Lusseret, qui a été retrouvée morte, piégée dans un silo à grains, à Genouillé, donc c'est vers Civray. Donc c'est quand même pas la porte à côté. Donc ça, c'est, voilà, il y a des destins tragiques, mais il y a aussi des jeunes qui explorent, qu'on arrive à retrouver vivants, et ça, on le voit avec les pièges photos. Donc là, j'ai mis une petite liste, mais c'est des choses assez rigolotes, des jeunes qui sont nés à Brieul, qui ont niché à Secondigné, du coup, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc 2020, qui a été niché né en 2022. La Villefollet en 2023, qui a niché aussi à Brieul, sur un équipement Brieul en 2024. Et cette petite info qui était quand même assez sympa, c'est un jeune issu de centre de soins qu'on a lâché à Périgné, qui a niché à Agnières-en-Poitou, et ça fait 2 ans qu'il niche à Agnières-en-Poitou. Il a niché, il a amené jusqu'à 9 jeunes à l'envol, du coup, en 2 années. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle aussi que les oiseaux centres de soins participent à la reproduction et arrivent à survivre. Donc ça, c'est un peu pour les jeunes explorateurs. On a une voyageuse aussi, qui vient d'assez loin, une femelle qui était porteuse d'une bague belge, qu'on a vue à Brulin, dans un nichoir. Donc on ne sait pas d'où elle vient en Belgique pour l'instant, mais c'est juste que quand on l'a baguée, on n'avait pas à la baguer, vous avez déjà une bague avec marqué Muséum Bruxelles. Voilà. J'ai renvoyé la bague au Muséum de Paris, qui va me retransmettre après les infos. Pour l'instant, je ne les ai pas. Mais on sait qu'elle a au moins été baguée en Belgique. Ça, c'est quand même une info qui est assez chouette. On a des oiseaux qui sont très sédentaires. On en a une qui a 5 ans. Donc on l'a baguée la première année du suivi, en 2020, et elle est toujours là dans son nichoir. On en a une qui a 4 ans, qui est aussi parmi les premières, et un mâle qui a été bagué à l'archiprêtré de Mel et qui est aussi toujours là. Et on a aussi des couples qui sont fidèles. Alors pour l'instant, j'en ai qu'un qui est vraiment fidèle pendant 3 ans, c'est les 2 mêmes depuis 3 ans. Il y en a peut-être d'autres, mais je n'ai pas forcément tout regardé. Donc c'est à Agnières-en-Poitou, et oui, c'est à Agnières-en-Poitou. Et on en a qui sont un peu moins fidèles. On en a une de Lusseret qui a niché en 2023 à Lusseret, mais en 2024 à Chérigné. Et on a un de Chérigné qui a niché un endroit de Chérigné, qui a niché un autre endroit de Chérigné, mais qui a été en échec 2 fois. Voilà. Donc en bref, faut poursuivre parce qu'il y a plein d'infos qu'on vient juste de récolter. Ça, c'est vraiment 2023-2024 qui nous ont permis d'avoir beaucoup d'oiseaux contrôlés. Et ça, c'est chouette. Et du coup, voilà ce que ça donne un peu sur une carte. Donc ça va s'étendre. J'ai pas mis du coup le contrôle belge, il faut imaginer qu'il y a un trait qui traverse la France. Mais du coup, ça donne une idée. Alors les points rouges, c'est les oiseaux qu'on a bagués. Les points bleus, c'est les oiseaux qu'on a retrouvés vivants, donc contrôlés. Et les points noirs, c'est les oiseaux qu'on a retrouvés morts. Voilà. Donc il y a quand même quelques points noirs aussi à travers. Et du coup, le projet, il ne s'arrête pas là. Parce que, bon, dans vos parmitons, on aime bien faire plein de trucs. Donc, du coup, il y a une expo qui est ici. Donc, vous pourrez la regarder. Donc, qui parle des rapaces nocturnes, du projet Effrayant-Mélois, qu'on essaye de mettre un peu partout. On a aussi des pancartes pour les communes qui participent. Je n'ai pas fini de distribuer. Il faut que je finisse de distribuer. On a fait plusieurs conférences, donc comme celle-ci, et des animations sur les rapaces nocturnes. Voilà. Après, le truc, c'est qu'on s'arrête jamais là. Donc là, une fois qu'on a fait le projet Effray en Mélois, en ornithologie, on est une équipe d'ornithos qui font de l'expertise et de la conservation, et puis une équipe d'animation. Donc ils étaient un peu jaloux du projet. Donc ils ont voulu dire ouais, mais nous aussi on a envie de faire un peu d'effray et tout. Donc on va prendre votre projet, puis on va le décliner pour les écoles. Donc ils ont fait un projet qui s'appelle Effray et moi. Donc c'est un projet pédagogique. Le but c'est en 3 séances, en découvrant l'espèce, en faisant une sortie dans les villages et en construisant un nichoir avec les scolaires, d'acquérir des connaissances sur qu'est-ce que c'est la chouette, comment ça fonctionne, et du coup de pouvoir poser un nichoir qui sera potentiellement suivi dans le cadre de ce projet. Donc là, pour l'instant, je crois qu'il y a 5 écoles qui ont été choisies, Muel, Chef-Bouton, Celles-sur-Belle, je ne connais pas toutes les écoles, mais voilà. Et on ne s'arrête pas là.
Du coup, on est en train de déposer un projet sur les infrastructures, la connaissance sur la chouette au niveau de l'influence sur les éoliennes. Il y a beaucoup d'éoliennes aussi dans le coin, et on aimerait savoir, avec des scientifiques de l'université de Lausanne, en Suisse, qui travaillent beaucoup sur la chouette et les frais, comment les frais se comportent vis-à-vis des éoliennes. Parce que pour l'instant, en fait, on ne le sait pas du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que la chouette est plutôt abondante chez nous, mais on n'en trouve pas forcément sous les éoliennes. Elles ne sont pas forcément trouvées par les gens qui font les suivis de mortalité. Donc est-ce que c'est parce qu'elles ne volent pas en hauteur de risque de collision, ou est-ce que c'est parce que les cadavres ne sont tout simplement pas détectés, ou alors encore peut-être pire, c'est est-ce qu'en fait elles sont contraintes à changer leur espace de vie et à éviter ces zones-là pour ne pas être en contact avec les éoliennes. Ça en fait c'est une question qu'on ne connaît pas, enfin une réponse qu'on ne connaît pas, donc on va essayer d'y répondre. Et là ça va être un nouveau projet qu'on va essayer de faire en déployant des balises GPS sur ces oiseaux-là. C'est pas encore fait. Voilà. Ça demande un peu de temps là-dessus. Et pour finir, je vais vous parler un peu du film. Ou tu veux en parler, je sais pas trop. Ok. De toute façon, je vais vous montrer une vidéo qui va en dire long. En gros, les deux loustiques là, ils sont passionnés de chouettes, c'est un peu leur religion. Et du coup, ils ont voulu faire un film sur la chouette. Ils nous ont accompagnés pendant 1 an et demi, je crois, ça fait à peu près 1 an et demi qui nous poursuivent en voiture. Et puis on fait pas mal de vidéos, de films. Et l'idée maintenant, c'est d'essayer de finir ce projet-là. Donc on a porté avec eux un financement participatif pour terminer le projet de film qu'on espère voir ce film-là l'an prochain dans la grande salle du festival de Minigood, du festival du film, ça serait beau. Et je vais vous montrer la petite bande-annonce juste après. Voilà. Donc merci vraiment pour tout, parce que c'est un peu grâce à vous que ce projet existe. Voilà. Donc je pense qu'on va continuer encore un peu si vous êtes d'accord pour ça. Ouais. La durée de vie d'une chouette. Ouais, pour l'instant on est à 5 ans. Je crois que le record ça doit être une dizaine d'années. Mais en général ça meurt avant. Mais apparemment elles sont pas. C'est pas des animaux fidèles si vous les retrouvez dans les nichoirs. À droite à gauche. Bah ouais. Après, il y en a qui sont fidèles, d'autres moins. Après, on ne sait pas trop parce que souvent, c'est peut-être un des adultes qui est mort. Donc, soit il est mort, soit on l'a pas retrouvé. Donc, du coup, c'est difficile à mesurer la fidélité du couple. Souvent, on a des échecs en fait, liés à ça. On trouve des poussins morts dans le nid. En fait, c'est juste qu'il y a un des adultes qui est mort et du coup, les poussins ont sauté du nid et terminé. Du coup, tu nous parlais en introduction qu'il y avait un caractère vulnérable sur la chouette, notamment par chez nous. Là, les études qui sont faites, elles permettent de recueillir des données, exploiter en termes de suivi. Donc il y a un enjeu de recueil de stats. Est-ce qu'à terme, ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà un enjeu de conservation côté des SNE, et s'il n'y a pas encore cet enjeu, comment vous pourriez exploiter les données là pour... On ne va pas changer le statut de conservation. Non, un statut de... pas changer le statut de conservation, mais de protection plus. Je pense que ça va être compliqué quand même. Là, ça c'est un statut assez général, on va dire, c'est des statuts de conservation au vu de la quantité, de la qualité de l'espèce. Alors après, il en existe, par exemple en Camargue, je crois qu'elle est très menacée, carrément mal barrée. Moi j'ai un collègue en fait qui fait ce projet-là depuis 15 ans en Camargue, et je crois qu'en une année, moi j'ai bagué l'ensemble des chouettes qu'il a fait en 15 ans. Parce qu'en fait il y en a tellement peu, et il a autant de nichoirs. Il y en a une cinquantaine facile. Et en fait c'est en fonction des régions, et c'est ça, ce que j'ai pas dit aussi sur ce projet-là, c'est qu'en fait c'est pas la même, c'est un projet qui est répétable ailleurs, donc en fait des carrés comme ça, il en existe 5 en France. Donc il y en a 2 dans l'ouest maintenant. Il y en a un dans le vignoble nantais, il y en a un en Camargue, il y en a les 3 autres, je crois, qui sont sur la vallée du Rhône. Voilà. Je crois qu'il y en avait en Normandie, mais je ne sais pas s'il a repris. Et voilà, l'idée aussi, c'est on a un espèce de groupe de bagueurs qui font ce projet-là, et
permettent de comparer aussi les données de reproduction entre les sites, quoi. Parce que là, on regarde à l'échelle du Mélois, mais en fait, il y a la même chose qui est faite à l'autre bout de la France. Est-ce que la haute densité des nichoirs, enfin du nombre de nichoirs, a une incidence sur la population? Est-ce que c'est très favorable ou est-ce que ça n'a pas d'incidence? Je vais la question. Là, il y a un nichoir tous les 4 km² à peu près. Ouais. Donc carré. Oui. Est-ce que ça a une incidence sur le nombre de chouettes, quoi? Est-ce que ça favorise sa présence ou est-ce que non, ça n'a pas d'incidence? Je sais pas. Moi, je pense que si. Ah oui, ça fait Je pense que plus on met de nichoirs, plus il y en aura. Oui, Il y a mais après, elles sont il y a- chères, elles sont il y déjà a pas plus de ou moins. conflit de territoire. Elles sont déjà plus ou moins là localement. Hmm. Après, est-ce qu'elles auraient la même qualité de reproduction? C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est territorial. Bah, pas tant en fait, parce que on pensait ça aussi. Mais quand on a posé 2 nichoirs dans une ferme à 50 mètres l'un de l'autre, et puis depuis 2021, il y a des poussins chaque année dans les deux, avec 2 couples. Et c'est des belles nichées, hein, c'est pas des. C'est pour des. C'est 4, 5, 6 quoi, à chaque fois. Les accidents les plus fréquents qui arrivent avec les effets quand elles sortent du centre de soins, je pense qu'elles ont été blessées ou autre. Ouais, non, en fait, c'est plutôt des oiseaux qui. C'est souvent des gens qui font des rénovations, qui les trouvent. Très souvent, c'est ça. Des jeunes tombés du nid parce qu'un des adultes est mort et des gens les trouvent, donc ils les ramènent au centre. C'est pas des collisions routières ou quoi, hein, parce que les collisions routières, généralement, ça règle assez vite le problème. Donc, c'est principalement des jeunes, en fait. On a très peu d'adultes issus du centre de jeunes. Mais on aimerait bien en avoir, mais pour le coup. Et vous arrivez à les relâcher facilement après avoir nourri les jeunes migrants, entre guillemets. Ouais, bah en fait, ça se fait assez bien. Enfin, après, c'est pas nous qui le faisons, hein. C'est Marie, hein, Marie Barbancet à l'Arche de Marie. Du coup, c'est elle qui gère tout ça avec un protocole qu'elle respecte et qui est assez strict. Nous, après, on les relâche. Donc, au début, on les relâchait en nichoir. Maintenant, on a convenu qu'on les lâchait plutôt sur des spots où il y avait peu de routes, peu de densité de route, peu de densité d'éoliennes, peu de densité de passage, mais aussi beaucoup de prairies pour qu'elles puissent arriver à trouver à bouffer. Quand elles sont relâchées, elles savent voler et elles arrivent à chasser. Ouais, parce qu'elles sont dans une volière de pré-lâchés pendant un mois où elles peuvent se remuscler, etc. Ça les a chassées peut-être un peu aussi. Pardon? Les chasser peut-être un peu. Ouais, en fait, je je sais plus comment elle fait, mais elle cache en fait les proies dans la volière pour qu'elles s'entraînent à chasser. Ouais, c'est des proies mortes par contre. Bien, bravo. Bravo. Je vais vous montrer la petite vidéo. Hop. Au cœur de la région des Deux-Sèvres, le groupe ornithologique a rejoint un programme ambitieux mené par le Muséum d'histoire naturelle. Son objectif, préserver les fruits des clochers de nos campagnes. Dans la grange qui fait la séparation entre les deux, il y a une chouette. D'accord. Et là en bas, le dernier truc qu'on voit, c'est un pigeonnier. Autrefois emblème de nos campagnes, les feuilles vivaient en harmonie avec nous. Aujourd'hui, elle a du mal à s'adapter à notre monde moderne. Je crois que le bon côté, hein. Oh, le chien. Le nichoir de l'église de Villiers et il y a deux cadavres. Les méthodes agricoles traditionnelles disparaissent. Face aux défis climatiques et environnementaux, la situation de l'effet s'aggrave. Les plus chanceux arrivent au centre de soins. Ah, c'est une année horrible. Quand on amène une chouette effraie, les gens en ont trouvé une ou deux mortes à côté. Elles sont très maigres, très faibles. Avec l'espoir de retrouver un jour le chemin de la liberté. Comment faire pour que la chouette ne devienne pas le souvenir d'un temps disparu? Dans les salles en 2019.